Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous parler des NGT. NGT pour New Genomic Techniques. Aujourd'hui, je vais vous parler de mutations, mais je vais surtout analyser une vidéo de reporter sur les NGT. Et au-delà des imprécisions sur la transgénèse que je traiterai sûrement dans une autre vidéo, je vais vous montrer que le cadrage utilisé ne permet pas au grand public de bien comprendre de quoi il retourne. Alors regardons ça. Or, pour comprendre ce que ces nouveaux OGM ont de vraiment nouveau, il faut revenir un instant sur la manière dont l'agriculture modifie l'ADN des plantes. L'ADN, c'est comme un gros livre qui contient plein d'informations sur un être vivant. Dans un livre, ce sont les lettres qui forment des mots, lesquelles forment des phrases, qui forment un ensemble d'informations cohérentes. Et bien dans l'ADN, l'équivalent des lettres, ce sont des molécules appelées nucléotides. Plusieurs de ces nucléotides assemblés forment des gènes, à la manière dont les lettres forment des mots et des phrases. Sauf que l'ADN de chaque plante, c'est l'équivalent d'une bibliothèque entière. Le maïs, par exemple, c'est 5 milliards de paires de nucléotides. C'est comme si on prenait un gros bouquin de 1500 pages, genre les 3 tomes du Seigneur des Anneaux, et qu'on en empilait 1000 exemplaires. Toutes les lettres de tous ces livres correspondent en gros au nombre de nucléotides dans une seule cellule de maïs. Comment est-ce que l'humanité trifouille là-dedans? Traditionnellement, les paysans font ce que l'on appelle de la sélection variétale. Si on compare chaque graine de maïs à un nouvel exemplaire d'un livre, à chaque nouvelle impression, il peut y avoir de nouvelles coquilles ou des petits changements dans les tournures de phrases. Les sélectionneurs vont alors garder les meilleurs exemplaires, ceux où les tournures de phrases introduites par erreur correspondent le mieux à leurs besoins. Autrement dit, ils profitent des mutations génétiques naturelles des plantes. Ça non, ça c'est pourri, ça non, pas mal. Je vais utiliser la même simplification que le journaliste. Imaginons que l'ADN d'une variété est un livre d'instructions. Donc, le journaliste a raison de parler de l'apparition fortuite et spontanée des variations chez les espèces cultivées pour sélectionner de nouvelles variétés qui répondent à des exigences des humains. Alors, deux choses importantes sont à savoir. 1. Les variations qui apparaissent spontanément dans les génomes n'aboutissent pas forcément à un effet visible sur les critères qu'on a choisi d'améliorer. Et 2, là où le journaliste nous montre qu'on devrait simplement choisir entre 2 ou 3 reproductions des ouvrages, il ne mentionne pas que opter pour cette stratégie, c'est plutôt chercher le bon livre dans ce type de bibliothèque. Alors pourquoi ? Parce que spontanément, les mutations à l'échelle du génome, comme je l'ai dit, n'ont pas toujours des effets, mais celles qui en ont peuvent générer de la variabilité, et pour peu qu'on augmente la taille de la population, on peut trouver ce qu'on cherche. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça va probablement rien vous dire maintenant, mais on reviendra sur ces chiffres par la suite. À chaque génération, on a par exemple chez le blé, entre 150 et 200 mutations par plante. Chez la tomate, une dizaine, et chez le pois, une cinquantaine. Ça, c'est le taux spontané de variation qu'il y a chez les plantes. Donc le plus difficile n'est pas de savoir si la mutation va arriver, mais c'est de trouver les individus qui possèdent les modifications qui sont utiles pour ce qu'on cherche. Vous comprendrez donc que ce qui n'est pas vraiment en fait la même optique que ce qui est montré dans le reportage, c'est long, c'est fastidieux, et on n'est pas assuré de trouver ce qu'on cherche. C'est ce que nos ancêtres ont pratiqué jusqu'à la fin du 19e siècle à peu près, et qu'on pratique encore d'ailleurs dans certains programmes de sélection paysanne participative. Donc dans ce contexte, il faut retenir que toute la course de la création variétale moderne depuis plus d'un siècle a été d'agir en parallèle sur les deux critères suivants. Le nombre de variations possibles et la réduction de la taille de la bibliothèque. Bon, continuons. Toutes ces approximations faisaient un peu mauvais genre, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle génération d'OGM, donc les NGT. La plus connue est appelée CRISPR-Cas9, et souvent qualifiée de ciseau moléculaire. Cela permet de mettre un coup de ciseau sur un endroit extrêmement précis du génome, soit pour désactiver un gène, soit pour y entraîner une mutation, soit pour en profiter pour introduire un autre gène exactement à l'endroit de la coupe. Les promesses de ces NGT, c'est de supprimer tous les inconvénients des OGM classiques. Plus besoin d'introduire de gènes étrangers puisqu'on peut éditer précisément le génome, presque nucléotide par nucléotide. Alors l'angle utilisé ici est vraiment un problème, parce que le journaliste passe complètement sous silence une technologie qui est pratiquée depuis un siècle sur à peu près toutes les espèces cultivées. Et cet oubli, il a un impact très fort sur votre compréhension des NGT. En effet, c'est l'élément clé pour pouvoir comparer ce qui se faisait par le passé et
pour comprendre en quoi les NGT sont une avancée majeure. Voyons ensemble de quoi il s'agit. Donc, dans les années 1910-1920, on découvre que certaines molécules ou certaines radiations ionisantes produisent des mutations. Elles produisent des variations. Ouais, vous savez, celles dont on a parlé au début et qu'il faut chercher dans notre très grande bibliothèque. Mais bon, l'intérêt majeur de ces techniques, c'est qu'elles produisent entre 300 et 1000 fois plus de variations que le taux spontané. Et comme l'apparition des variations spontanées, elles sont complètement aléatoires. Elles peuvent apparaître dans tout le génome. Depuis un siècle, on utilise des techniques appelées donc mutagénèse aléatoire induite. Et donc c'est la première fois depuis toute l'histoire de l'humanité que la dépendance à l'apparition spontanée des variants, elle saute complètement. En effet, si on prend l'exemple de la tomate, on avait dit une dizaine de modifications spontanées à chaque génération. Et bien là, avec la mutagénèse aléatoire induite, on aura 3000 variations, ce qui permet de travailler sur une bibliothèque qui est beaucoup plus petite. Prenons un exemple fictif, mais qui vous permettra de bien comprendre cette histoire de diminution de la taille de la bibliothèque. Imaginons une bibliothèque de 2500 livres représentée ici par des points. Le taux spontané d'apparition de variants est de 1 sur 2500. Maintenant, appliquons une mutagénèse qui va augmenter le taux d'apparition de variants d'un facteur 50. On arrive ainsi à 50 variants dans cette bibliothèque. Pour obtenir le variant recherché, nous n'avons plus besoin de travailler sur une bibliothèque de 2500 exemplaires. Une bibliothèque de 100 exemplaires suffira. Et quand on trouve alors dans cette bibliothèque, parmi toutes les modifications disponibles, celle qui nous intéresse, on emporte également avec toutes les autres modifications qui ne sont pas identifiées, qui ne sont pas tracées et dont les effets sont inconnus. Et ces nouvelles variétés, ainsi produites, sont bien des OGM. Je vous renvoie à ma vidéo sur la définition des OGM en Europe pour mieux comprendre. Et je vous renvoie également à ma page de blog pour aller plus loin sur le sujet et avoir des exemples concrets. Et on évite les mutations incontrôlées puisqu'on met précisément un petit coup de ciseau exactement là où on le souhaite. C'est exactement l'argumentaire sur lequel s'appuie l'Union européenne pour autoriser ces NGT. La nouvelle législation prévoit que si ces NGT ne modifient pas plus de 20 nucléotides, ils ne seront tout simplement pas considérés comme des OGM. La logique, c'est qu'une si petite modification serait comme naturelle, puisque ce type de mutation pourrait se produire dans la nature. Résultat, tous les NGT avec moins de 20 modifications seraient classés NGT1 et seraient considérés comme des semences classiques. On pourrait les cultiver, les vendre et les cuisiner sans que le consommateur n'en soit jamais informé. Pour les NGT2 avec plus de 20 nucléotides modifiés, les mêmes règles que pour les OGM actuels s'appliqueront, avec obligation de traçabilité et d'étiquetage. Sauf que, dans la vraie vie, ces NGT ne sont pas forcément aussi sûrs que ce qu'ils prétendent. Premièrement, la fameuse précision de ces ciseaux moléculaires fait débat dans la littérature scientifique. Plusieurs études montrent que l'ADN peut être perturbé en dehors du gène que l'on a ciblé. Et même lorsque les ciseaux coupent l'ADN là où il faut, il peut y avoir des erreurs lorsque l'ADN se répare. Et on ne peut avoir aucune certitude sur les conséquences de ces modifications. Les chercheurs savent de mieux en mieux détecter ces erreurs pour les supprimer, mais il reste un biais. On ne peut trouver que ce que l'on cherche. Autrement dit, si des erreurs dans l'ADN se produisent à un endroit complètement imprévu et éloigné de là où on surveille, les mutations peuvent passer complètement à travers les mailles du filet. Donc on voit ici que l'absence de la présentation de ce contexte et des techniques qui existaient avant l'apparition de CRISPR est très préjudiciable à la compréhension. Alors, avec CRISPR-Cas9, on a désormais un outil qui permet de faire des variations ciblées, des mutations ciblées. Elles ne sont plus aléatoires comme depuis 100 ans. Et comme elles ne sont plus aléatoires, la taille de la bibliothèque diminue encore. Et aussi, le nombre de variations non intentionnelles qu'on introduit par erreur diminue de 2 ordres de grandeur. Parce que, bon, même si on ne le comprend pas encore vraiment chez les végétaux, le taux de modification hors cible de CRISPR-Cas9 est extrêmement bas, comparé à ce qu'on peut observer chez les animaux. De plus, l'outil ne cesse de se perfectionner avec l'utilisation d'autres protéines Cas qui sont encore plus fidèles. Donc vous voyez qu'avec cet éclairage, on voit que passer à travers les mailles du filet, ça devient assez inopérant quand on connaît que les modifications hors cible qui passent à travers de toutes les mailles du filet, c'est la norme depuis 100 ans. Et puis rappelez-vous au début, quand il parlait des variations spontanées. Ça non.
Ça c'est pourri. Ça non. Pas mal. Bah, là, on est typiquement sur des variations qui passent à travers les mailles du filet. Autre point inquiétant, l'idée qu'une limite de 20 nucléotides modifiés serait sans danger car similaire aux mutations naturelles ne repose sur rien. Oui, là je suis d'accord, ce chiffre de 20 nucléotides, c'est complètement arbitraire. Mais j'irai même plus loin, c'est la totalité de la réglementation OGM de l'Union européenne qui ne repose sur des arguments scientifiques très flous. Et c'est l'erreur originelle qu'il faudrait balayer et remettre tout à plat. Mais bon, c'est pas pour demain. En tout cas, cette limite arbitraire ne repose sur aucune base scientifique. C'est ce que concluait en 2023 un avis de l'ANSES, l'Agence sanitaire française. Elle préconisait d'évaluer les NGT au cas par cas, plutôt que de les déréguler en masse. Quant à l'avis de l'ANSES, j'ai une prochaine vidéo sur le feu qui en fait une analyse critique. Même si tout allait bien à l'échelle moléculaire, si les modifications de l'ADN étaient totalement contrôlées, ça ne réglerait pas le problème des modifications dans l'écosystème. Certains écologues redoutent les effets de l'introduction massive de nouveaux gènes dans l'environnement. Ils pourraient contaminer d'autres espèces sans aucun contrôle, sans qu'on en sache les conséquences. Alors là, bon, c'est incompréhensible. Le journaliste oublie encore... Encore. Ça fait beaucoup là, non? Oui, de rappeler que ce ne sont pas de nouveaux gènes qui sont introduits, mais des nouvelles versions de gènes. Et comme vous avez pu le constater, ça fait 100 ans qu'on introduit dans les agrosystèmes ces nouvelles versions de gènes. Et l'introduction de toutes ces nouvelles versions depuis 100 ans est considérée comme sûre à tel point que la Cour de justice de l'Union européenne a statué qu'on pouvait très bien ne pas les tracer ni faire d'évaluation des risques sur ces variétés. Bon, on a désormais une technologie qui est environ 1000 fois plus précise que celle qui se faisait avant, et d'un seul coup, elle présenterait des risques spécifiques inacceptables. Bon, c'est en contradiction avec toutes les données qui sont à notre disposition. Bon, et s'il ne faut retenir qu'un seul message pour les considérations de modification du génome, il faut comparer les NGT avec la mutagénèse aléatoire induite, tout le reste n'est pas pertinent. Les outils dont nous disposons aujourd'hui sont tout à fait compatibles avec le principe de précaution quand on parle de mutagénèse. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui, bien évidemment, vous retrouverez toutes les sources en description. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, et comme d'habitude, vous mettez un pouce, vous partagez, vous vous abonnez, et à bientôt!